Oh, quelle surprise! La télévision ici? Je suis un scénariste de bande dessinée. Et avant tout, je dois vous dire qu'un scénariste de bande dessinée n'existe qu'en fonction d'un dessinateur. Et moi, j'ai la chance de travailler en ce qui concerne Astérix le Gaulois avec le plus merveilleux des dessinateurs, Albert Uderzo. Il ne faut rien exagérer. C'est moi qui ai la chance de travailler avec le plus formidable des scénaristes, René Goscinny. Ça te va? Vous faites une bonne équipe tous les deux. Tous les quatre. Il y a aussi nos avocats respectifs. Qu'est-ce qu'un scénariste de bande dessinée? Un scénariste de bande dessinée est un monsieur qui écrit un texte pour un dessinateur qui l'illustrera et en fera une bande dessinée. Le scénariste écrit une histoire, il en fait un découpage avec toute la description de l'image, de la mise en scène, et ensuite il fait un dialogue. Ce n'est pas très différent d'un scénariste de cinéma, sauf que le scénariste de bande dessinée est en général payé. Voici une planche de notre histoire, Astérix le Gaulois. Remarquez les scènes à grand spectacle, tous les figurants, le décor somptueux. Nous n'avons pas de problème de réalisation ni des problèmes de budget. Si je veux une scène avec des milliers de personnages, des cataclysmes, des batailles, des formidables reconstitutions historiques, je n'ai qu'à taper tout ça à la machine. Et le dessinateur le réalisera facilement. Le principal inconvénient de la bande dessinée, c'est qu'elle est muette. Nous ne disposons pas du son. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux. Je vais vous faire une petite démonstration scientifique. Je prends ce crayon et je le laisse tomber. Vous n'avez rien entendu. Au point de vue dramatique, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Maintenant, voici le même crayon qui a été ramassé par Uderzo. Eh bien, je le laisse tomber. Vous avez entendu un petit bruit. C'est meilleur, dramatiquement. Mais alors, comment faites-vous pour le son dans les bandes dessinées? Nous faisons comme ça. Voyez-vous, ce sont ces fameuses onomatopées qu'on nous reproche tant. D'ailleurs, un de mes amis, qui est père de famille, m'a dit une fois, en voyant vos petits Mickey avec toutes les onomatopées, quand je vois mon fils qui les lit, crac, je les lui arrache. Merci. Nokovkov remplace ceci. Et ça? Ça? Oh, ça, c'est mon voisin du dessous. Mais puisque vous êtes privé du son pour les dialogues, vous utilisez... Pour le reste, il y a beaucoup d'analogies entre la bande dessinée, le cinéma et la télévision. Mais si au cinéma et à la télévision, une image s'appelle un plan, chez nous, une image, un dessin, c'est une case. Par conséquent, il est nécessaire de faire que ces cases bougent comme des plans. Or, nous n'avons pas de mouvement de caméra. Et nous devons, le dessinateur et moi-même, donner l'illusion du mouvement de caméra. Nous utilisons des gros plans et nous varions les prises de vue. Notre mise en page, c'est au fond de la mise en scène. Autre inconvénient de la bande dessinée, le dessin ne bouge pas. Uderzo vous expliquera mieux que moi comment on parvient à donner l'illusion du mouvement. L'attitude des personnages donne déjà une impression de mouvement. Et puis nous nous servons de ces petites lignes et ces petits nuages de poussière qui indiquent aussi le mouvement. Le lecteur est habitué à ces conventions, pour lui nos dessins bougent. En effet, nous avons besoin de la complicité du lecteur pour raconter une histoire. Nous avons un langage commun, un langage graphique qui facilite cette compréhension et qui fait que le lecteur immédiatement sait ce que nous voulons faire. À partir de ce moment-là, je peux écrire n'importe quoi et mon ami Uderzo le dessinera facilement. Mais comment dit-on scénariste de bande dessinée?
C'est un métier mal connu, surtout en Europe. Il n'y a pas d'école de scénariste, il n'y a pas de formation officielle pour devenir scénariste de bande dessinée. Je peux vous dire en tout cas comment moi j'ai commencé, comment je suis devenu scénariste. J'ai commencé en étant dessinateur, je dessinais des bandes dessinées. Je n'étais pas un très très bon dessinateur. Et je trouvais ce métier très dur, d'autant plus que j'illustrais mes propres scénarios. Et ils sont très difficiles à illustrer, il faut être fou pour illustrer mes scénarios. J'ai écrit beaucoup d'histoires de bandes dessinées et actuellement, outre les aventures d'Astérix le guerrier gaulois et de son ami le bon Obélix le livreur de menhir, je suis l'auteur des aventures de Lucky Luke, qui est un personnage créé par mon ami Maurice. Vous voyez là Lucky Luke sur son cheval, Jolly Jumper, c'est un personnage, je crois, qui est bien connu des lecteurs. Plus loin, vous voyez Rantanplan, le chien le plus amical et le plus bête du Far West, qui est l'antithèse de Rintintin, du célèbre Rintintin. Vous voyez là encore Joe Dalton, l'ennemi juré de Lucky Luke, le chef de la famille des Dalton, de la terrible famille des Dalton. Vous le voyez là, Joe Dalton enfant et à côté Joe Dalton adulte. Et enfin, il y a là Papa, qui est un peau rouge, un personnage qui a été dessiné également par Uderzo. Je vous signale que j'écris beaucoup d'autres histoires, que j'écris des scénarios, des articles, que je suis toujours disposé à en écrire d'autres, qu'un scénario René Goscinny est un scénario propre, un scénario René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e, René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. Maintenant, fini de rigoler. On s'est assez gâté, René Goscinny. Que dessiniez-vous à vos débuts? Je dessinais Bibobu, le capitaine Bibobu et Dick Dix. Rien à en dire? C'était pas mal. C'était pas mal. Pourquoi avez-vous arrêté? C'était pas mal. C'était tout juste pas mal. Oh, j'ai arrêté parce que j'ai pensé qu'il valait mieux écrire des scénarios. Que faisiez-vous le 14 août 1926? À quelle heure? 7 heures du matin. Je suis né. René. René aussi? René aussi. Vous avez un très joli prénom. Je suis né le 14 août. Et je me souviens d'ailleurs que c'était le 14 août parce que le lendemain c'était le 15 août et nous ne sommes pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et puis après? Alors c'est l'histoire de ma vie. Bon, écoutez... Je peux me raccourcir. Oh, ça sera moins intéressant. Eh bien, voyez-vous, donc je suis né le 14 août 1926 et je me suis mis à grandir aussitôt après. Et je suis parti en Argentine en 1928, 2 ans après. Je suis arrivé en Argentine le 9 juillet 1928. Et oui, parce que le 14 août 1928, je me souviens, c'était mon 2e anniversaire. Et c'est pas trop précis pour vous, je peux... Non, non, vous êtes né à Paris. Je suis né à Paris, dans le 5e arrondissement, pas loin du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et je suis parti en Argentine, où j'ai fait mes études dans un collège français. Et après ces études dans le collège français, j'ai commencé à travailler comme dessinateur dans une agence américaine, une agence de publicité américaine à Buenos Aires. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai fait mon premier dessin professionnel. Vous l'avez vendu? Le premier, je l'ai vendu en 1943, mais c'est le deuxième qui m'a été payé en 1945. Il s'agissait d'une étiquette pour des bouteilles d'huile. C'était de l'huile d'olive, on consomme beaucoup d'huile d'olive en Argentine, et j'avais préparé une étiquette avec des olives, des choses comme ça, enfin très allégorique, mais le client ne l'a pas accepté. Le client a exigé que je mette une femme nue sur cette étiquette. Alors je m'étais étonné et j'ai dit mais qu'est-ce qu'une femme nue a à voir avec de l'huile d'olive? Et il m'a répondu bah, vous savez, moi j'aime bien les femmes nues. C'était un obsédé quoi, c'était un obsédé argentin. TV Family, qu'est-ce que ça vous dit? On va parler de TV Family? J'aimerais. On va parler de TV Family. Écoutez, voilà. TV Family est une petite entreprise à laquelle j'ai participé. Ça s'est passé de la façon suivante. Un éditeur belge avait décidé d'attaquer le marché américain composé de 180 millions de personnes. Et pour cela, nous avons monté une expédition de 2 personnes. Le chef de l'expédition et l'interprète, c'est-à-dire moi. Nous avons monté un journal de télévision à New York pour les Américains. Notre
concurrent direct, qui était un magazine de télévision américain, parce que les indigènes là-bas font également des magazines. Notre concurrent s'est beaucoup inquiété de notre présence. Il faut dire qu'il y avait quelque chose quand même d'assez inquiétant, parce que eux, ils vendaient 500 000 exemplaires, et nous arrivions déjà à 1000 pour les numéros spéciaux. Pour les autres, en vendaient moins, bien entendu. Ça a duré 14 numéros, c'est-à-dire 14 semaines, mais les préparations et tout ça, ça a pris près d'un an. Pendant un an, nous avons dormi 3 heures par nuit, et mal. Et finalement, eh bien, nous avons décidé d'arrêter cette petite expérience. Et c'est moi-même qui ai eu le triste honneur de réunir toute notre équipe américaine pour leur dire que, well, this is kaput. Ça vous a fait quelque chose? Oui, c'est terrible, un journal qui meurt. C'est un journal qui meurt, c'est comme un paquebot qu'on a abandonné. C'est affreux. Vous vous retrouvez tout seul parce qu'un journal, je ne vous l'apprendrai pas, mon cher Enoumon, vous qui êtes un des plus grands journalistes européens. Oui, un journal, c'est une chose qui vit, c'est une chose vivante, c'est une chose qui existe. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez tout seul dans une rédaction vide, devant des machines à écrire qui ne marchent plus, dans le silence. Et là, j'avoue, sans fausse honte, oui, j'ai pleuré sur la tombe d'un journal qui est mort. Vous êtes sensible, non? Je pleure toujours sur la tombe des journaux qui meurent. J'ai déjà un petit cimetière à mon crédit. Lorsque A1, le premier satellite français, a été baptisé Astérisque, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous étiez au courant? Non, je l'ai appris par la presse. Vous savez qu'en général, les intéressés sont toujours les derniers à être renseignés. Et j'ai appris par la presse que ce satellite avait été baptisé par les techniciens du nom de notre personnage Astérix. Ben, nous avons eu un petit moment d'inquiétude tout de même, parce qu'on s'est dit, on aimerait savoir si cette fusée va partir, parce que si elle n'était pas partie, si elle s'était couchée sur le sable et Astérix avait roulé mollement jusqu'à la prochaine dune, on aurait eu l'air fin. Maintenant, une fois que nous avons appris que c'était parti, que c'était le premier satellite français, qu'il tournait autour du globe terrestre en faisant bip, 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 eh bien, nous avons eu un sentiment exaltant de patriotisme exacerbé. Vous avez pensé au droit d'auteur? J'ai pensé au droit d'auteur et nous en sommes restés au patriotisme exacerbé. L'argent, c'est important pour vous? Le pognon, dit l'autre. L'argent, oh, vous savez, comme disent en général tous les gens qui passent devant une caméra, non, l'argent pour moi n'est pas important. Le tout, c'est d'en avoir des tas. Qu'est-ce que vous pensez des éditeurs, en général? Faut parler de ça aussi? Oui, j'aimerais aussi. Je respecte et je vénère mes éditeurs, tous mes éditeurs, et ceux qui le seront un jour. J'aime les éditeurs. Et votre éditeur actuel est content de vous? Mieux, je suis content de mon éditeur. Et vous êtes content de vous? Voilà une question assez difficile. Vous me posez un problème là, parce que, évidemment, suivant la façon dont je vais répondre, je vais me rendre sympathique ou antipathique au public. Disons que j'ai des complexes qui ont des complexes. J'ai des tas de complexes. Je me dis chaque fois, une telle perfection n'est pas normale. Ça doit cacher quelque chose. Vous êtes le plus grand scénariste européen. Vous n'aimez pas l'Amérique, vous? Pas tellement. Je vous ai déjà dit que j'y ai été. Non, je ne suis pas le plus grand scénariste européen, bien sûr que non, voyons. Est-ce que vous avez conscience d'être... Je suis un des plus grands. Est-ce que vous avez conscience, René Goscinny, ne m'interrompez pas, d'être l'un des hommes les plus drôles de Paris? On a entendu, on est un des plus grands. Oh, un des hommes les plus drôles. Vous savez, Paris est plein d'hommes drôles, rigolos même. Dans un western exemplaire comme Lucky Luke, il y a beaucoup de revolvers et peu de morts. Est-ce que cette absence de violence est délibérée dans vos scénarios? Oh oui, elle est délibérée et forcée pour une raison, c'est pas tout ça. Bien sûr, je réprouve la violence parce que je suis extrêmement lâche de nature, mais en réalité, c'est les commissions de surveillance de la presse des jeunes qui nous obligent à faire très attention. Et c'est pour ça que dans Lucky Luke, on tire beaucoup de coups de revolver, mais il n'y a jamais de blessés, il n'y a même pas de blessés par balle. Et j'aime autant vous dire que quand vous avez une tribu d'Indiens armés de carabines qui attaque un régiment de cavalerie et qu'il n'y a pas un seul blessé, il faut le faire. René Goscinny, nous bavardons depuis un moment. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous vous livrez peu. Pourquoi? Est-ce que vous êtes pudique? Écoutez, vous me gênez beaucoup.
Est-ce que tu aimes les enfants? Oui, oui. Je dois dire quand même une chose. On n'aime pas, je ne crois pas qu'on aime les enfants. Dire qu'on aime les enfants, c'est de faire du racisme. On n'aime pas les enfants, on n'aime pas les chats, on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les Français ou les Belges. On aime un enfant, un chien, un chat, un Belge, un Français. C'est individuel. Il y a des très gentils enfants que j'adore. Du fait qu'ils sont enfants, d'abord, il y a un préjugé favorable. Mais je n'aime pas tous les enfants. Par exemple, le petit enfant qui, quand je porte un costume neuf, me renverse sa sous-soupe sur moi, eh bien, ce que j'aimerais lui faire ne serait pas admis par la commission de surveillance de la presse des jeunes. Pour en conclure, est-ce que tu pourrais me faire 5 onomatopées caractéristiques de la bande dessinée? Oh, il y en a des tas, elles sont toutes caractéristiques. Tu comprends, boum, tu me demandes comme ça de te faire une onomatopée, alors cling, moi, tu comprends, schlock, 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 ça ne fonctionne pas, paf, comme ça d'un coup. Tu comprends des onomatopées, tu m'en demandes, bof, moi, tu comprends, bing, il faut que j'y pense, quoi. C'est une question, paf, qui arrive comme ça. Je peux pas, moi, te faire des onomatopées, spontanément, comme ça. Quick. Quick, c'est fini. Je crois que quelqu'un m'a posé une question au sujet de mon avenir. Eh bien, j'espère avoir encore quelques idées pour pouvoir continuer à exercer longtemps, le plus longtemps possible, le plus merveilleux, le plus ingrat, le plus difficile des métiers, le métier de vous faire rire. Merci.